Donc on laisse la parole à Nacera, la salle est à toi, et on discutera sur tes propos après ta communication. Bonjour à tous, donc effectivement je suis Nacera Amraoui, chargée de mission dans le département risque et crise à l'INAGI depuis maintenant 6 ans. Et je m'occupe de toute la thématique communication de crise et je fais également tous les entraînements au média training au sein de nos formations. Je vais y revenir assez rapidement. Alors j'ai une petite demi-heure pour parler de la communication en situation de crise, donc autant vous dire que ça va être un petit survol. Je vais essayer de vous donner quand même quelques clés pour vous aider lorsqu'une crise survient à apporter les éléments fondamentaux qui pourront servir à cette action de gestion de crise. Alors l'INAGI, très rapidement, alors ça a déjà été présenté, mais simplement pour vous dire qu'on est un institut qui est sous la tutelle du Premier ministre, hein, c'est un établissement public administratif qui va aborder plusieurs champs dans le domaine de la sécurité, à la fois la sécurité intérieure, la sécurité sanitaire et environnementale, la sécurité également économique. Et au travers de tout cela, on va essayer d'élaborer des outils, on va faire des recherches, on va faire des études et surtout, on va mettre en place des cursus de formation. Les cursus les plus connus chez nous sont ce qu'on appelle les sessions nationales qui durent à peu près 1 an, où toute personne d'horizons divers, secteur public, secteur privé, décideurs, hauts fonctionnaires, etc., vont venir chez nous, ils vont suivre pendant 1 an, sur 2 ou 3 jours mensuels, une formation dédiée au champ qu'ils auront choisi. Alors, pour le département auquel j'appartiens, donc le département risque et crise, on a surtout une compétence donc, dans le domaine des risques et de la gestion de crise. On a plusieurs outils qui sont en cours d'élaboration, notamment un projet de recherche qui s'appelle le projet Orphée. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est fait en partenariat avec l'Université Laval à Québec. Le but étant d'essayer de trouver quelques outils qui permettront de limiter les biais cognitifs dans les cellules de crise. Donc on est vraiment sur le comportement humain dans les cellules de crise. Donc on est en train d'élaborer ce travail de recherche qui devrait apporter ses conclusions d'ici la fin de l'année. Alors on fait également pas mal de veilles internationales et des publications sur des thématiques de risque et des crises à la fois en France et dans le monde. Et l'une de nos parutions est la LIREC, qui est une parution gratuite. Si vous êtes intéressé par la thématique, vous pouvez vous inscrire via notre site internet. C'est une publication trimestrielle qui vous apporte des éléments donc, sur ces domaines-là. Et enfin, comme je le disais, notre champ est quand même celui de la formation. C'est la plus grande partie de notre activité. On a pour cela, depuis 2007, un centre de formation à la gestion de crise qui nous permet de reconstituer des cellules de crise et donc de faire des formations de cellules de crise, alors à la fois pour le secteur public, pour les centres opérationnels départementaux ou tout ce qui est cellules d'institutions publiques, mais également des cellules de crise entreprises, puisqu'on a parfois des entreprises qui viennent chez nous qui nous demandent un scénario sur mesure et on reconstitue leurs cellules de crise, on les met en situation de tension. Et on les aide du coup à gérer ces problématiques de crise, prendre des décisions dans des environnements qui sont généralement incertains, anticiper face à la situation, se coordonner entre les différents services et également, ce qui est de ma compétence, communiquer en situation de crise. Donc voilà pour la petite introduction. Alors pourquoi communiquer en situation ? Pourquoi communiquer en situation de crise? Alors ici, j'ai essayé de dresser un petit tableau de ce qui, pour moi, sont quand même des éléments fondamentaux en matière de communication. On a toujours tendance à percevoir la communication de crise comme quelque chose de parallèle par rapport à la gestion d'un événement. Or, c'est faux. Ça doit se faire de manière concomitante et l'une sert à l'autre. Moi, je dis souvent que votre communication, elle va vous permettre tout d'abord, et c'est pour ça qu'on est aussi dans le domaine de la notoriété, d'asseoir votre crédibilité et de redonner confiance dans l'action de l'institution ou dans l'action de l'entreprise à laquelle vous appartenez. Si vous ne communiquez pas, d'autres vont s'en charger à votre place et on n'entendra jamais votre version des faits. Donc communiquer, c'est déjà ça avant tout. Ça vous permettre aussi de limiter les distorsions d'informations. Alors quand on est en plus dans le secteur public ou un acteur du secours, ça a d'autant plus d'importance que très souvent, et vous en avez tous été témoins, lorsqu'un événement survient, il y a énormément de rumeurs qui circulent. Ça va encore plus vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc bien prendre en compte qu'il faut à un moment réagir pour pouvoir donner la version qui est la version réelle, la réalité. La communication sera aussi un outil pour combattre les rumeurs, mais également les mises en cause. Vous ne communiquez pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de gérer l'événement? Communiquer, c'est aussi un outil pour vous pour montrer que vous êtes mobilisé.
diffuser éventuellement des consignes. Hein. On y pense de manière assez classique. On va se dire, c'est en faisant appel aux médias qu'on va pouvoir diffuser des consignes. Mais ça ne se limite pas à ça. Il n'y a pas que les médias qui vous permettront de diffuser des consignes. Il y a un autre type de communication, et j'y viendrai juste après. Et ça va également permettre, bien évidemment, de rassurer les impliqués, de rassurer le grand public, car dans tous les cas, sans communication, ça va forcément alimenter un climat qui sera extrêmement anxiogène en situation de crise. Alors, avant de communiquer, il y a quand même quelques questions à se poser. Hein. Il faut éviter toute improvisation, et c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a quand même 2 impératifs avant de communiquer. Alors, le premier, c'est de connaître à minima le fonctionnement des médias. On se plaint souvent que lorsqu'on communique, au final, ça n'intéresse pas les journalistes. Or, c'est faux. Il faut simplement savoir s'adapter aussi aux contraintes que sont celles des journalistes, donc savoir quelles sont leurs motivations et également leurs contraintes, je l'ai dit. Et se dire aussi une chose, c'est que les médias ont énormément de pouvoir aujourd'hui, car la représentation qu'ils vont se faire de l'événement est souvent la représentation que l'opinion va avoir de cette crise. Et bien sûr, attention, une communication qui ne sera pas bien appréhendée peut aussi apporter une surcrise à l'événement, voire conduire à une véritable crise médiatique. Alors, le deuxième impératif, c'est de préparer son discours. Hein. C'était Winston Churchill qui disait que les meilleures improvisations étaient celles qui étaient préparées à l'avance. Je pense qu'il a, dans cette phrase, résumé tout ce qu'il y a à dire. Il faut toujours préparer son discours, se demander jusqu'où on peut aller, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit surtout pas dire, parce que parfois on peut faire preuve de transparence, mais il y a peut-être des éléments qui ne sont pas du domaine du communicable. Donc bien prendre le temps d'identifier tout cela. Et à partir de là, se dire mais par quel vecteur je vais communiquer. Et ce qui est intimement lié au vecteur, souvent, c'est vers quelle cible je veux communiquer. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Je pense que vous avez tous bien pris conscience qu'il y avait eu une certaine révolution depuis quelque temps dans le domaine de l'information. Et cette révolution est notamment liée à l'avènement d'Internet. Alors ça nous touche certes au quotidien, sauf que lorsqu'on est journaliste et que la base même de notre métier, c'est l'information, forcément, on est sur une révolution beaucoup plus importante du point de vue du journaliste. On est dans un contexte journalistique qui a énormément changé. En période de crise, c'est d'autant plus vrai. Et l'information, elle reste ce qu'elle est. C'est une donnée qui est extrêmement concurrentielle et qui l'est devenue encore plus, étant donné qu'aujourd'hui, tout un chacun peut être, entre guillemets, journaliste. Les journalistes n'ont plus l'exclusivité de la captation de l'information, ni de sa diffusion. Donc la concurrence est encore plus grande. Donc bien prendre en compte déjà ce premier état de fait. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même sur une logique de rentabilité qui est de plus en plus prégnante pour les journalistes eux-mêmes, avec des économies d'échelle. Ça a déjà été cité au préalable par l'intervenant qui était juste avant, ici à ma place. Simplement pour vous dire qu'effectivement, on a de moins en moins de reporters sur le terrain. On a généralement plutôt un journaliste qui va à la fois vous poser les questions, prendre l'image et prendre le son, ce qui n'était pas le cas encore il y a une dizaine d'années. On était plutôt à des équipes de plusieurs journalistes, donc ça a changé. On est sur une autre logique, un schéma de rentabilité qui n'a pas été encore stabilisé. Et en plus de cela, on l'a dit, l'Internet est aujourd'hui une source d'information privilégiée pour les journalistes. On est également sur une utilisation, vous l'avez remarqué notamment lors des attentats du mois de janvier, sur une utilisation de documents amateurs de plus en plus importante aussi, du fait qu'il y ait de moins de journalistes sur le terrain. Et pour aller rapidement, pour aller plus vite et pour trouver l'information avant l'autre, souvent on va scruter les réseaux sociaux, les vidéos, les photos amateurs pour pouvoir les diffuser et être présent en matière de communication. Autre point névralgique en matière de communication, c'est la porosité des supports. Je pense que si je fais maintenant un sondage dans la salle, vous avez tous un moyen spécifique de consommer cette information. Alors autant, pendant un certain temps, on était informé par la radio, on regardait la télé le soir pour avoir des images de l'événement et le lendemain matin, on lisait son journal et on avait à peu près ce cycle de l'information qui était respecté. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, vous l'aurez compris, notamment grâce à tout ce qui est support mobile. Les mobinotes sont aujourd'hui des consommateurs d'informations privilégiés, puisqu'ils ont accès à l'information en temps continu. Twitter a également révolutionné un petit peu cette production d'informations, puisque maintenant on est sur une information très courte, mais diffusée en continu. Et ce qui implique également une véritable révolution dans le travail du journaliste en lui-même, puisqu'il n'a plus ce temps, ce délai que lui apportait le bouclage pour construire son information.
Très souvent, un journaliste va publier quelque chose, notamment sur Internet, et va revenir en permanence sur le contenu de son article, alors que le titre en lui-même de l'article ne changera pas. Donc bien prendre en compte qu'il y a des mises à jour permanentes sur Internet. Et avec Twitter, d'autant plus. Donc on est sur un nouveau paradigme dans la production de cette information. Alors j'ai mis de manière un peu provocatrice analyse versus investigation. Alors il y a toujours de l'analyse, bien évidemment. On est quand même sur moins d'investigation. L'investigation devient un champ à part entière. Alors ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Une information, quand elle apparaît sur tout ce qui est chaîne TV, production web, on va la diffuser et on apportera de l'analyse après, ou on fera appel à des experts, je pense notamment aux chaînes d'information en continu, pour pouvoir donner du contenu à cette information, contenu et fond que le journaliste n'aura pas le temps lui-même d'aller chercher. Alors ici, je vous ai représenté un petit peu ce qui pourrait être, selon moi, le processus de médiatisation d'une crise. Alors ici, on voit un schéma avec différentes phases que j'ai identifiées au travers des travaux qu'avait fait Thierry Liebert, qui est un chercheur en communication, un professeur en communication assez connu. Et je l'ai tout simplement plugué sur le schéma du processus de crise qu'on utilise chez nous à l'INAGI. Simplement pour montrer que de toute manière, la médiatisation, elle va avoir un début, elle va avoir une fin, avec certes des soubresauts éventuels. Et la première phase, c'est ce que j'appelle en fait la phase d'incubation, où vont apparaître les premiers signaux avertisseurs, où on commence un petit peu à voir émerger, notamment sur les réseaux sociaux, des éléments liés à l'événement. Lorsque l'événement va devenir un public, notamment, va arriver cette phase d'alerte où on va commencer à se poser des questions et notamment, ça va commencer peu à peu à intéresser les feux des projecteurs et donc les journalistes. Donc c'est la phase d'alerte avec les premières couvertures médiatiques et très rapidement, on peut rentrer dans une phase beaucoup plus aiguë où on sera sur une amplification et une médiatisation de masse où généralement l'événement va faire la une des journaux. Donc on est sur la phase aiguë. On l'a dit tout à l'heure, l'avantage c'est que le feuilleton médiatique est assez court généralement pour éviter que le téléspectateur, le spectateur, l'auditeur, le lecteur ne se lasse. Donc on va passer très rapidement à un nouveau sujet. Par contre, il faut garder à l'esprit une chose, c'est que pendant cette phase d'alerte, cette phase aiguë, il va falloir poursuivre les efforts, d'autant plus pendant la phase chronique, on ne va plus parler de vous, mais d'autres personnes seront toujours intéressées par ce qu'il est en train de se passer, donc on poursuit les efforts, on continue à communiquer, même si ça n'intéresse plus les journalistes. Et enfin, dans cette phase de décrue de la médiatisation, vous continuez à produire, va émerger ensuite cette fameuse phase de cicatrisation, et je pense qu'elle porte très bien son nom parce que la brèche est encore là, ça peut repartir à n'importe quel moment, alors ça peut repartir un an plus tard, à la date anniversaire, ça peut repartir lorsqu'on aura les conclusions de l'enquête judiciaire, ou ça peut tout simplement repartir lorsque le même événement va survenir ailleurs et on va venir voir ce qui s'est passé chez vous et ce que vous avez mis en place depuis. Donc on est sur une phase de cicatrisation qui peut se prolonger et qui peut être extrêmement longue dans le temps. Donc toujours être vigilant en matière de communication de crise, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une phase où la traçabilité est permanente. Le droit à l'oubli sur Internet, c'est très difficile de le faire valoir. Donc bien garder à l'esprit, encore une fois, qu'à chaque fois qu'un événement va survenir, on va taper l'expression sur Google et si vous avez été à un moment ou à un autre impliqué dans ce type d'événement, vous allez réémerger. Et vous allez de ce fait de nouveau intéresser les journalistes. Alors, les clés de la communication, je vais essayer d'en donner quand même quelques-unes. La première, c'est la réactivité. Alors attention, il ne s'agit pas non plus d'être dans une communication disproportionnée, mais simplement être réactif et être alerte en permanence. Et la réactivité, souvent, elle est permise en matière de communication grâce à la veille média, mais également la veille d'un point de vue un petit peu plus global ou un petit peu plus traditionnel aussi par rapport à votre réseau, par rapport à vos interlocuteurs, par rapport à vos partenaires. Donc déjà, pouvoir très rapidement être informé et éviter, lorsque l'événement ne survienne, que vous soyez d'abord informé par la presse. C'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, ça vous permettra de vous aider à être beaucoup plus réactif si l'événement survient. Le deuxième point essentiel, c'est la disponibilité. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de communicants dans la salle, mais des personnes qui pourraient être amenées à contribuer à la communication.
très souvent, quand on est sur le terrain, notamment, on est agacé par la présence des journalistes sur place. Sauf que, bon, on est dans une démocratie, communiquer, ça va de soi. Il faut apprendre à gérer les journalistes sur le terrain ou à les gérer, même si c'est à distance, à savoir communiquer, à être disponible. Si vous ne savez pas, ce n'est pas un gros mot de dire à un journaliste que vous ne savez pas ce qui se passe. Il suffit tout simplement de lui expliquer que pour le moment, vous avez peu d'éléments, que vous vous engagez à lui apporter d'autres éléments, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, le lendemain, dès que vous aurez des réponses à ces questions. Par contre, on reste disponible parce que le risque, à partir du moment où on a un peu trop de nos commandes, c'est tout simplement de se disqualifier. Et encore une fois, le journaliste, il vit de l'information. Donc si vous n'êtes pas là pour lui donner cette information, il ira la chercher ailleurs et d'autres en profiteront pour faire passer, encore une fois, leur version des faits. Donc bien penser à être disponible. Alors la vérité, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est assez humain, je dirais. C'est un peu un réflexe que beaucoup ont face à énormément de questions de journalistes, parfois de dévier un peu dans sa version des faits, d'apporter peut-être des éléments qu'il n'aurait pas dû. L'un des exemples que j'ai en tête, c'était le 21 septembre 2001. Donc 10 jours après les attentats du 11 septembre, on a eu la fameuse catastrophe d'AZF à Toulouse. Et encore aujourd'hui, ce qu'on reproche au procureur de l'époque, c'est une fameuse phrase qu'il a donnée aux médias, à savoir qu'il était certain, à plus de 90%, qu'il s'agissait d'un accident. Il le confie dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « L'État schizophrène », qu'il était persuadé à l'époque qu'il était face à un accident, mais face à la tension qui pesait sur ses épaules et aux questions très orientées des journalistes, il a donné ce fameux ratio qui aujourd'hui lui a été reproché, et notamment reproché par ses pairs lors des différents procès qui ont suivi la catastrophe. Donc la vérité, effectivement, c'est évident, mais ce n'est pas toujours simple. Bien garder à l'esprit que quand on ne sait pas, on peut le dire. Quand on a les éléments, on les donne si on le peut et si ça ne nuit pas à l'enquête judiciaire ou autre. Mais en tout cas, vraiment essayer de se positionner toujours dans la vérité et éviter le mensonge, parce que dans tous les cas, il y aura sanction à un moment ou à un autre. Et le dernier point, c'est la transparence. Alors je le disais, ça ne veut pas tout dire, la transparence. On parle beaucoup de transparence, c'est un petit peu porté comme une valeur que la population met dans les priorités en matière de communication, et notamment de communication publique. Par contre, être transparent, ça veut tout simplement faire preuve de sincérité lorsque vous communiquez. Vous avez le droit de garder des éléments pour vous. Par contre, il faut être dans une relation d'échange et de sincérité avec les journalistes, parce que de toute manière, s'ils sentent qu'il y a dans vos propos quelque chose qui est ouvertement caché, ça risque forcément d'attiser la curiosité et donc de vous mettre en difficulté. Alors ici, j'ai essayé de regrouper un petit peu ce que pouvait être la typologie de l'information de crise, parce qu'il y a plusieurs informations en période de crise, et certaines personnes n'auront pas le même rôle en matière d'information. Alors tout d'abord, l'information factuelle, qui est liée à l'événement en lui-même, elle peut être apportée par des techniciens, par des policiers sur le terrain, par des sapeurs-pompiers, par des médecins. Donc on est sur une information assez technique, et qui peut le devenir d'autant plus si on est dans un environnement incertain où il y aura des incertitudes. C'est ce que j'appelle donc là aussi l'information technique, mais avec un aspect lié à l'intervention des services de secours sur le terrain. Donc l'information factuelle, c'est l'événement, il y a une explosion. L'information technique, ça va être qu'on a mis en place tel dispositif, on a mis en place une CMIC, une CMIR ou autre, parce qu'on est sur quelque chose de technique. Donc on est sur le dispositif de secours. À partir du moment où vous allez avoir une atteinte aux personnes, il va y avoir ce que l'on appelle une information sociale, où là l'objectif est bien d'apporter des éléments spécifiques pour la population qui serait impliquée ou victime. Ça va être la mise en place d'un numéro vert, l'ouverture d'une cellule, d'une CUMP, ce genre de choses. Donc là on est sur la diffusion d'une information sociale. Et enfin, quand on arrive sur une crise qui serait de plutôt grande ampleur, donc une crise majeure, le jeu de l'information politique va également se manifester. Alors c'est une information qui va généralement être portée plutôt par le préfet au niveau du département, voire au-delà, en fonction de l'ampleur de l'événement. Et généralement, on est là pour apporter des messages symboliques, rappeler au rationnel face à des comportements qui pourraient être irrationnels, face à des mises en cause et des polémiques, etc. Alors, la question qu'on peut également se poser, moi, en tant que contributeur de l'information, quels sont les éléments qui vont intéresser le communicant ?
On l'a également évoqué tout à l'heure. Alors généralement, le travail journalistique, il va graviter autour de 5 questions fondamentales, qui sont les 5 WH et le H supplémentaire que je n'ai pas noté ici, qui est généralement le comment. Donc le où, le pourquoi, le comment, le quand, le quoi, que j'ai essayé de traduire de manière un petit peu plus concrète au travers des différentes questions qui sont présentes ici. Mais généralement, et moi c'est ce que j'ai observé maintenant depuis 6 ans à l'INAJ, c'est que les personnes qui sont en formation chez nous ont tendance à se concentrer essentiellement sur ce qui s'est passé et où et quand est-ce arrivé. Et bizarrement, la réponse qui est la plus facile à apporter pour eux, généralement, c'est la question « Que faites-vous » ? Et bizarrement, c'est souvent négligé. Donc très souvent, en conférence de presse, les personnes vont vraiment se concentrer sur le factuel, sur l'événement en lui-même, sur les informations qu'ils sont eux-mêmes en cours, qui sont en train d'investiguer de leur côté, mais à aucun moment ils prennent le temps de me dire nous, côté préfecture, par exemple, on a mis en place une cellule de crise, on a déployé tant de moyens, on est en train de lancer tel plan ou tel aspect du plan Orsec, de telle planification, etc. Et c'est assez déstabilisant de voir ça. Et très souvent, bizarrement, encore une fois, c'est vraiment l'information qui est à votre portée et on a tendance à la négliger. Donc simplement, j'attire votre regard un petit peu sur ce réflexe qui maintenant devient assez, à force de l'avoir étudié, devient assez surprenant. Donc après, est-ce qu'il y a des risques et quelles sont les recommandations ? Vous n'êtes pas à l'abri d'être face à une situation où, effectivement, on est dans une période d'incertitude, une phase d'incertitude. Et il devient très compliqué, généralement, dans ces phases d'incertitude, de communiquer. Pourquoi ? Parce que les journalistes vont vouloir avoir réponse à tout maintenant, savoir tout de suite s'il y a un risque, si c'est un risque, c'est quel est le plan A, quel est le plan B. Or, des fois, ça n'a même pas été évoqué ni tranché en cellule de crise, c'est très compliqué. Donc, bien prendre en compte dans des situations telles que celle-là on essaye généralement d'être sur une information de pédagogie. Ce n'est pas au préfet d'incarner les incertitudes, ça va être un spécialiste, un médecin qui va expliquer que face à tel virus, on est dans tel cas, dans telle hypothèse, dans tel scénario, avec tel type de risque. Encore une fois, c'est très compliqué de communiquer en phase d'incertitude, mais ce n'est pas impossible. Il faut juste faire preuve de pédagogie dans l'action et dans la communication que vous allez mettre en place. Alors, quand la situation sera maîtrisée, on n'a pas toujours la réponse. Ça, c'est aussi compliqué. Qui est responsable ? Alors, bien évidemment, qui est responsable ? On évite de répondre à cette question dès le départ, surtout quand on sait qu'une enquête judiciaire est en cours ou qu'elle est susceptible d'être ouverte. Et là, encore une fois, attention, l'interprétation journalistique qui sera faite des réponses à ces questions sera celle que l'opinion va s'approprier. Donc, faites bien attention sur la formulation et sur l'usage des arguments que vous allez employer. Alors, pour être encore plus concret, les faits ici, j'ai déroulé un petit peu. Ça peut être le nombre de victimes, le nombre de victimes prises en charge, le nombre de lits disponibles quand on est sur le champ du sanitaire, les difficultés également rencontrées sur le terrain par les services de secours. C'est une information pour les journalistes. L'organisation du système mis en place, du système de santé, encore une fois, parce que j'avais pris cet exemple-là. On évalue de manière précise les risques sanitaires et les incertitudes pour pouvoir communiquer également face aux questions des journalistes. On est sur une transmission régulière d'informations aussi. Il ne s'agit pas de communiquer une fois et d'oublier qu'il y a toujours une demande de la presse. On est sur une information qui est mise à jour régulièrement et qui est diffusée également vers les journalistes. Et bien sûr, lorsqu'il y a des consignes à édicter, ça va passer par la presse, mais pas que. En matière de communication, aujourd'hui, grâce notamment aux réseaux sociaux, vous pouvez vous passer d'intermédiaires. Donc, c'est un outil très adéquat pour diffuser des consignes. Mais au-delà de ça, il y a bien d'autres processus qui vous permettent de communiquer vers les populations sans passer par les médias. Ça peut être les équipements mobiles d'alerte, ça peut être parfois les sirènes aussi sont des moyens de faire diffuser des consignes, mais il y a également d'autres systèmes qui peuvent vous permettre, comme notamment les conventions partenariales que l'État a signées avec Radio France et notamment France Bleu, vous permettent de diffuser un message en boucle sans qu'il y ait d'altération de votre message. Donc ça aussi, c'est un outil pour diffuser des consignes. Quand on est un expert, notre objectif, c'est pas de faire de la forme. Encore une fois, ça c'est le travail du communicant, mais c'est de faire du fond. Et la plus grande des difficultés, souvent, quand on a un expert dans son domaine, c'est de passer par le sas de vulgarisation pour que l'information que l'on va diffuser
soit accessible au plus grand nombre, donc au public. Et c'est souvent, moi je discute beaucoup avec des experts du sanitaire, des experts techniques, risque nucléaire, risque technologique. La difficulté, c'est de pouvoir communiquer sans dénaturer cette information, c'est de pouvoir la diffuser, qu'elle soit fidèle à sa vérité, sans pour autant tomber dans la caricature et du coup faire que cette information n'ait plus aucun sens. Donc bien penser que ça aussi, c'est possible. On peut communiquer sans dénaturer cette information, mais ça demande un certain effort de la part de l'expert. Autre point central, je l'ai dit en tout début, il ne faut jamais improviser. Alors souvent, la technique en matière de communication, c'est de réfléchir en question-réponse. Quelle peut être la question qu'on va me poser? Quelle peut être la réponse que je vais apporter? Un petit peu le travail des communicants, généralement, de vous aider à faire ça. Et surtout, identifier ce qu'on ne souhaite pas dire. Mais au-delà de ça, si je ne le dis pas et si on me pose la question, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme élément de réponse? Donc ça va quand même un petit peu plus loin. Là, on est sur de la stratégie de communication de crise. Alors ici, j'ai recensé un petit peu les différentes attitudes disqualifiantes, à mon sens, en point de vue de communication. Je terminerai là-dessus. Alors, le silence, la fermeture, je l'ai dit en début d'intervention, hein, forcément, c'est après le risque de voir se multiplier les rumeurs et les pertes de contrôle en matière de communication. Alors, le déni de la situation, ça aussi, hein, ça c'est un écueil vraiment à éviter. Malheureusement, ça arrive souvent. Le fait de nier, le fait qu'il se passe quelque chose, ça peut être extrêmement dommageable parce qu'on va perdre sa légitimité. Au fond, si on a un communicant qui nous dit que tout va bien, que rien ne se passe et qu'à côté on a un immeuble en feu, c'est un peu caricatural, mais le problème il est que forcément on va perdre sa légitimité de communicant. Le manque d'empathie, on devient inaudible. Je pense que vous avez tous des exemples en tête hein, de personnes qui vont venir, qui vont communiquer avec un total détachement, aucun mot de sympathie vis-à-vis des victimes ou de leur famille. Là aussi, ça ne va pas passer. Donc bien penser à cette empathie, on n'est pas obligé de tomber dans le pathétique. Mais par contre, ne serait-ce qu'en début de conférence, de dire clairement qu'on apporte tout son soutien aux victimes et à leurs familles, c'est déjà le minimum à apporter. La mise en cause d'autrui, bien évidemment, surtout dans les premières phases d'une crise, forcément, ça risque de vous décrédibiliser. Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est plutôt le contraire. Hein, depuis quelque temps, on l'a vu notamment avec Brétigny, hein, on a plutôt tendance à endosser la responsabilité assez rapidement, ce qu'avait fait Guillaume Pépi juste quelques minutes après hein, l'accident de Brétigny. C'est la norme un petit peu en ce moment, du côté notamment des entreprises. Par contre, là aussi, il faut être prudent. Les questions de responsabilité sont extrêmement complexes, hein, elles sont du domaine du judiciaire, donc là aussi on fait bien attention en matière de communication sur ces questions-là. Le mensonge, je l'ai dit un peu plus haut, c'est un risque de sanction. Et pour terminer, l'inaction, au-delà de la communication, le fait de dire aujourd'hui ça ne suffit plus. Il faut prouver qu'on est à l'action, il faut prouver qu'on a pris des mesures. Et malheureusement, on est dans une société où les logiques de résultats, ou du moins l'impératif de résultat ne suffit plus. Derrière, il y aura aussi un impératif de moyens à mettre en œuvre. Et ces éléments, si vous ne les avez pas identifiés dès le départ et communiqués, on pourra vous le reprocher. Donc bien penser à être dans une logique de moyens aussi et prouver qu'on est en train de gérer les événements et de mettre en place des actions. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu les délais. Merci beaucoup, Nacera. Merci de votre attention. Merci, j'ai trouvé personnellement assez remarquable ta communication. Vous avez peut-être des questions à lui poser, à l'interpeller. Moi, j'ai retenu des choses auxquelles je crois. La notoriété d'un service augmente sa crédibilité, et de la crédibilité du service, cette crédibilité va rassurer la population. Il faut qu'on fasse confiance à nos services d'intervention, quels qu'ils soient. Et pour leur faire confiance, il faut qu'on sache comment ils travaillent et s'ils travaillent très bien. Donc, dans ta remarque, là, tu as parlé d'incubation et d'alerte. C'est parfois télescopé. Selon les événements, l'incubation et l'alerte vont être absolument immédiats. Un fondamental que tu as rappelé avec justesse, c'est la vérité. Et pour avoir vécu ça aussi, ne jamais dire quelque chose que l'on ne pense pas vrai. Dire la vérité. Ou ne rien dire, dire je ne sais pas, mais ne pas s'hasarder à dire quelque chose qui peut être démenti par la suite. Alors là, la crédibilité, elle en prend un coup définitif et ça n'aidera pas les services d'intervention. Ça, je crois que c'est tout à fait important.
détruire la rumeur à la source. Donc tout de suite, ça, il faut donner de l'information. Si on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Mais vraiment, il faut dire quelque chose. On sait, c'est tel événement, on ne sait pas. Il faut dire on ne sait pas. Donc les rumeurs naissent du déficit d'information. Ça, je crois que c'est assez important. Et là, il faut aussi, on l'a dit dans la séance d'après, désigner qui est responsable de la communication. Donc, je crois qu'il faut le dire aux journalistes. Donc ne pas faire en sorte que les journalistes aillent chercher l'intervenant qui est dans un coin, qui est timide, qui dira un petit peu n'importe quoi. Il faut dire il y a un parmi nous qui va communiquer. Voilà. Donc si on veut éviter, on va laisser la parole. Dans les grands professionnels aussi de la communication, je m'en méfie aussi. On rappelle cet aphorisme. Pour certains, il y a beaucoup d'erreurs et peu de doutes. Donc il faut se méfier aussi de ces gens-là. Je te passe le micro. Voilà, tu te nommes et tu dis quelle fonction tu exerces. Bonjour, Daisy Akoué, chargée de mission risque dans un établissement public à vocation sociale. Voilà, à peu près 6000 salariés, 250 sites et quelques milliers d'usagers. Alors, je ne suis pas une communicante. Vous avez donné des essentiels de la communication de crise et les attitudes à ne pas avoir. Plutôt en communication externe, je présume que l'essentiel est valable autant en communication interne. En tout cas, sûrement le fait d'informer sans trop tarder, même si l'information peut être légère, on va dire, enfin, en tout cas, pas forcément tout le contenu attendu. Quel serait... Alors, il y a des collectivités qui, aujourd'hui, sont clairement encore sur ces attitudes qui disqualifient, j'allais dire, qui ne communiqueront à peu près jamais. Quels seraient vos conseils pour arriver à dépasser cette posture et à enfin... je veux dire, informer pour que ce soit donner des consignes, que ce soit pour éviter tous les risques que vous avez évoqués, rumeurs, le fait d'aller chercher l'info ailleurs, etc. En interne, c'est ça, hein. Oui. D'accord. Merci. Alors effectivement, merci de poser cette question, puisque la communication interne est quand même un maillon essentiel de votre communication, et c'est même pour moi quelque chose qui doit être fait en priorité. Parce que de toute manière, si vous n'informez pas en interne, ça va être un moyen pour vos salariés, pour vos collaborateurs aussi de confier des doutes. Et rien n'empêche qu'à la sortie de l'entreprise, à la sortie de l'établissement, à la sortie de votre administration, il y a un journaliste qui pose la question, bah, écoutez, même nous, on n'est pas au courant, ça doit être quelque chose de grave, on n'a plus eu l'information. Donc bien penser effectivement d'abord à communiquer en interne, expliquer par exemple, si vous mettez en place une cellule de crise, qu'il y a une cellule de crise qui est activée dans le cadre de tel ou tel événement, et que s'il y a des demandes de presse, les rabattre vers un point d'entrée unique. Ça, c'est déjà le minimum. Maintenant, effectivement, très souvent, on le voit, alors c'est une tradition malheureusement, on a tendance à verrouiller l'information lorsque quelque chose survient et à ne pas en informer les collaborateurs qui ne sont pas directement concernés. C'est un tort. On essaye au maximum de sensibiliser sur le fait que tout un chacun a son rôle de passeur d'informations. Et même si en interne, vous jugez en tant que décideur que tel service n'a pas à être au courant, au final, peut-être que si ce service est au courant, il pourra vous apporter des éléments d'information et vous aider dans votre communication aussi. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait de manière collaborative, la communication. Le seul, je dirais, petit point sur lequel vous pouvez essayer de jouer, c'est tout simplement de dire, mais attendez, même nous, on a des inquiétudes par rapport à la situation et on souhaiterait que lorsque quelque chose survienne, vous nous en informez. Et là, on va jouer sur la cohésion de l'équipe et la cohésion de l'institution. On ne pourra pas imposer à un décideur de diffuser l'information. On a plutôt même tendance à voir le contraire. Un décideur qui va envoyer un mail et dire... je vous interdis toute communication par rapport à ce qui est en train de se passer. Et très souvent, le mail sort dans la presse et ça en fait un cas à part en matière de communication de crise. Donc, on est sur une surcrise dans la crise. Mais moi, en tout cas, il n'y a pas de levier qui, hormis dans le cadre où vraiment on est sur un risque professionnel lié à l'entreprise, où on aura des obligations d'information. Dans les autres cas, c'est un peu compliqué. Merci. D'autres questions ? Erreur de communication que je vais rappeler aussi.
je ne me rappelle plus le nom de la personne, donc on peut le citer, c'est lorsque le fameux nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Mais en fait, on l'a cru, nous tous. Je veux dire, non seulement c'était énorme, mais en plus, on l'a cru. Nous, le premier. Bon, voilà. Donc ça a été une erreur flagrante de communication. Ça a été, alors je rebondis juste sur ce petit exemple, hein. Depuis 1986, d'ailleurs, la communication gouvernementale ne décolle pas. On la juge, quand on demande à l'opinion publique, on la juge obsolète, et surtout, on la juge complètement dépassée et comme quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Depuis 1986, justement. Ça a effectivement décrédibilisé pour longtemps Absolument. La communication des experts en la matière. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Anouk Cadreau, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et je travaille sur la gestion des crises. Ma question était la suivante. Récemment, j'ai été marquée, notamment les récents événements, du rôle des médias, mais plus précisément du fait que les mêmes informations revenaient, étaient souvent répétées sur certaines chaînes, sur des médias de communication comme Twitter. Il y a une sorte de répétition. Je me demande quels sont les effets de cette répétition sur l'opinion publique. Et est-ce que c'est un élément qui est intégré par votre organisation en termes de communication? C'est-à-dire, est-ce que ça change le tempo de la communication? Est-ce que vous donnez des directives aux journalistes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dans votre gestion? Alors, nous, il faut savoir qu'on est surtout dans l'aspect formation. On ne fait pas d'opérationnel, mais effectivement, on intègre l'aspect pression média dans nos exercices de crise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mobiliser une cellule de crise fictive, on va faire du tweet en direct, on va mettre des flashs infos, des flashs radio, avec ces sous-titres, ces fameuses mosaïques d'écran qui vont venir un petit peu mettre dans un contexte semi-réel, virtuel, mais qui reste un peu réel, de tension médiatique. Donc déjà, par rapport à ce qu'on fait chez nous. Maintenant, quand on analyse de près ce qui est fait actuellement en matière journalistique, c'est un petit peu ce que je disais au début de mon intervention, c'est l'investigation versus l'analyse de cette information. Aujourd'hui, quand vous avez face à vous les directeurs des rédactions d'information telles que iTélé ou BFM, ces derniers vont vous dire « Moi, j'ai l'information, je la diffuse. Et s'il faut que j'utilise du conditionnel, je le ferai. Et s'il faut que je démente, je le ferai. » On n'est plus du tout dans le même schéma. Encore il y a quelques années, l'AFP publiait des erratums régulièrement quand il y avait, on revenait sur l'information. Elle ne le fait plus aujourd'hui. Donc on est dans une course à l'info frénétique qui va créer très souvent, et on l'a dit aussi tout à l'heure, du copier-coller. Si on n'a pas l'info, au final, on va se disqualifier, donc on va la diffuser, et dès que nous, on aura notre petite exclue, on va la porter, sauf que des exclusivités en matière d'information, il y en a de moins en moins. Tout le monde a quasiment au même moment l'information, donc on la diffuse et on la voit, elle se répète, elle se répète, elle se répète. Et moi, je n'ai pas encore assez de recul, mais mon objectif, c'est quand même d'étudier de très près ce qui a été fait lors des attentats du mois dernier, et essayer de voir effectivement quelle a été cette couverture et à quel moment on avait, je ne sais pas si vous avez en tête les lives du Figaro.fr ou du Monde.fr, où on était sur quelque chose qui était en continu, et tout était mélangé. On avait un tweet, on ne savait pas si ça venait d'un journaliste du Monde ou si c'était le retweet d'un témoin qui était juste à côté de l'événement, donc on avait tout et n'importe quoi. Ça devenait illisible, et on l'a vu, et je pense que c'est l'une des premières fois où on le voit je dirais, de la manière la plus prégnante qui soit. Les journalistes eux-mêmes étaient en pleine confusion. Donc, je pense qu'il va y avoir un retour de flamme. On va peut-être essayer de se réajuster. Je sais que dans les radios, justement, ils ont essayé un petit peu de temporiser. Même quand il y avait des dépêches urgentes de l'AFP, ce qui, généralement, ils diffusent à la minute, ils prenaient le temps vraiment de vérifier. Donc, la radio a gardé ce recul. Et d'ailleurs, la radio, il faut le savoir, c'est quand même le support considéré le plus crédible par l'opinion aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils vont réussir un petit peu à retrouver cet équilibre, à bien placer le curseur, mais c'est très très compliqué dans une situation, encore une fois, qui est celle de l'information en continu et en temps réel, voulue de tous aussi. Voulue de tous aussi, malheureusement. Merci. Merci. D'autres questions, très très justes. C'est vrai que c'est l'AFP qui fait l'information. Ils vont tous... Le plus connu, c'est pas la seule agence, mais beaucoup d'organes de presse ouais. Ça change un peu avec Twitter. sont abonnés, ils paient le service d'ailleurs.
il paie le service et c'est l'AFP. Et donc on va retrouver, avec changer quelques mots, mais c'est la même information qu'on va retrouver sur tous les médias. D'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui fait la puissance de frappe de Twitter, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur Twitter, parce que dans le ratio, il y a peu de personnes qui sont sur Twitter. Par contre, vous avez les influenceurs, les blogueurs, les journalistes, les hommes politiques. Donc à partir de là, la diffusion est sur Twitter et elle va aller sur d'autres vecteurs. Ce qui change aussi la donne. La grande force aussi du média radio, c'est l'immédiateté. Vraiment, c'est simple. La radio, il y a besoin de moins de moyens techniques que la télévision. La presse, il faut attendre 24 heures. Et la radio, c'est immédiat. Moi, qui suis plus ancien que vous, 68, c'était fameux Europe 1. L'intérêt d'un Europe 1. Mais c'était... On écoutait, nous, les étudiants. Voilà. Donc, Europe 1 était au cœur et on avait l'information en direct. La télévision, il faut des moyens techniques, des relais beaucoup plus importants. Voilà. La radio reste... Alors, il y a une certaine éthique, effectivement, où je pense que conscients de leur responsabilité, de ce qu'ils vont annoncer, les médias radio font un petit peu plus attention à ce qu'ils vont dire. Et d'ailleurs, la radio, encore une fois, c'est vraiment, pour l'instant, le canal qui est reconnu véritablement comme officiel avec des conventions partenariales. Ça sera peut-être amené à changer, notamment avec les réseaux sociaux, mais pour le moment, c'est encore la radio. Oui. Oui, moi j'aimerais apporter des éléments aussi par rapport à Charlie Hebdo et ce qui s'est passé, puisque j'ai travaillé aussi là-dessus. Donc je m'appelle Ludovic Blais, j'interviens dans le cadre d'une association qui s'appelle Visov, dont on parlera un peu plus tard, qui justement essaye de regarder ce qui passe sur les réseaux sociaux pour les utiliser et aider les autorités. Et en fait là je pense qu'on est, ce qui s'est passé là aujourd'hui avec les médias, on est sur quelque chose de nouveau qui a complètement changé et pour lequel on n'est pas forcément prêt. Ni les médias, ni nous, ni les autorités. Et en fait, on avait beaucoup reproché aux médias de nous montrer le siège de l'appartement de Mohamed Merah et de rien nous montrer, de maintenir des lives en permanence sans aucune information. Et là, on reproche aujourd'hui aux médias de faire des lives et d'aller chercher de l'information avec des reporters qui sont proches du terrain, qui sont proches des policiers, avec des policiers qui leur disent de reculer et des journalistes qui ont suivi les policiers. Et en fait, on est passé d'un extrême à l'autre. On faisait des lives, on n'avait rien. Là, on a fait des lives et on a énormément d'informations. Je pense aussi qu'on n'est pas prêt à ça et on ne sait pas encore fonctionner dans cette masse d'informations, y compris les réseaux sociaux. Et on a encore du mal à fonctionner dans tout ça, nous comme les journalistes. Et c'est la première fois, je pense, qu'on a une telle surcharge d'informations sur un événement et qu'on a eu beaucoup de mal à gérer. Absolument, oui, tout à fait. Et je pense qu'on a beaucoup de retours d'expérience à faire par rapport à ça. Dans tous les milieux pour qu'on puisse après la prochaine fois s'en sortir peut-être un peu mieux. Absolument. C'est effectivement, comme vous le dites, quelque chose de nouveau. Il va falloir encore du recul pour pouvoir analyser comment la couverture médiatique des événements a été faite. Alors après, je pense qu'on peut peut-être faire un petit parallèle avec, vous savez, 1991, première guerre du Golfe, l'effet CNN, où on avait justement des caméras embarquées, on voyait tout en direct. Et là aussi, on s'est demandé, mais au final, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de manipuler l'information? C'est très difficile de trouver, de savoir où placer le curseur quand on couvre quelque chose en direct, effectivement. Merci. Je crois qu'on peut dire que cet événement, hélas, était aussi une première dans notre pays. On espère que ce soit une dernière. Mais c'est vrai que c'est la nouveauté aussi qui nous a tous frappés. L'émotion était palpable chez nous tous. Et c'est cette première aussi qui, voilà, dans des pays qui en souffrent au quotidien, je crois que le vécu et l'existence de la communication est différente. Écoute, je te remercie vraiment. Ça a été très professionnel. On a la chance et l'honneur, merci, d'avoir avec nous Denis Cotin, qui est le chef de la cellule Internet à la préfecture de police de Paris. Il a accepté de parler et je crois qu'il a un devoir de réserve inhérent à sa fonction. Mais, nonobstant, je crois qu'il va nous apporter des informations et partager les informations avec nous. Bonjour. Je vais donc essayer de parler un petit peu de l'expérience de la préfecture de police sur tout ce qui est médias sociaux en situation de crise et de manière un peu plus générale, je dirais, sur toute la partie communication de crise. Avant même de parler d'une crise,
la préfecture de police est organisée de manière à avoir une veille en amont des crises si possible. Donc évidemment, sur des crises à cinétique lente, c'est possible. Je parle d'une crue de la Seine ou de choses comme ça qui se voient, qui se détectent, qu'on peut anticiper un peu. Sur un sujet comme les attentats du mois de janvier, on est sur des crises à cinétique rapide qui sont par définition non détectables. Donc en dépit des outils, des moyens humains et des systèmes qu'on met en place pour faire de la veille, forcément il y a des choses qu'on ne peut pas détecter. On a donc quand même, nous, une partie veille média importante, effectuée à la fois par le département de presse au sein de la préfecture de police et à la fois par le département Internet. On s'appuie aussi sur la zone de défense et de sécurité de Paris pour tout ce qui est risques divers, inondations, canicules, PNVIF. Donc là, l'idée, c'est de détecter ce qui peut être détecté en amont et de communiquer pour faire de la prévention, pour faire de l'information à la veille des crises, pour pouvoir donner, par exemple, sur la sécurité civile, des messages comportementaux ou des choses comme ça. Les 3 départements, donc, enfin, la zone de sécurité de défense, le département de presse, le département Internet, agissent également en permanence, donc à la fois via les médias classiques, PQR, PQN, médias, télé, radio, mais aussi énormément sur Internet et sur les médias sociaux. Puisque, a priori, la segmentation des médias fait qu'on ne va pas toucher du tout les mêmes cibles avec un média social qu'avec une radio. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui écoutent, ce ne sont pas les mêmes personnes qui lisent, ni même qu'avec un article dans la PQR ou dans la PQN. Donc l'idée, c'est d'avoir un spectre assez large de vecteurs de communication pour toucher tout le monde. Parallèlement à ça, pour des veilles un peu plus, j'allais dire, non pas forcément des veilles sur des sujets de sécurité civile, mais sur des sujets peut-être de maintien de l'ordre public, on a tout ce qui est renseignements généraux qui sont là également pour apporter des remontées d'informations de veille. En termes d'information, de prévention de crise, que fait-on au niveau de la préfecture de police ? Tous les jours, on édite un bulletin qui s'appelle Prévérisque, qui est en ligne sur le site internet. Un bulletin qui, normalement, n'apporte pas énormément d'infos, puisque ça revient à une sorte de bulletin météo des risques, si je puis me permettre. On indique où en sont les plans de veille, c'est-à-dire si on est sur un plan de veille neige-verglas Île-de-France, si on est sur un plan canicule, quel est le niveau du plan Vigipirate enclenché. Donc il y avait avant la réforme de l'an dernier, puis maintenant il y a eu la réforme qui était passée en 2014, et puis depuis le 8 janvier, on est donc sur le 7 janvier, pardon, on est donc sur du Vigipirate alerte attentat. On indique aussi les conditions météo, les conditions de circulation en Île-de-France, les conditions de veille sanitaire, des informations qui nous arrivent de l'ARS ou de l'INVS. Donc c'est un bulletin que n'importe qui peut consulter, qui est publié. On a donc un vrai devoir d'information. Pourquoi ? Typiquement, je le montrerai tout de suite après dans l'exposé, en Île-de-France, on est soumis à des pollutions aux particules fines qui sont assez fréquentes, si j'ose dire. Ce qui veut dire que là aussi, la réglementation européenne oblige les préfectures, les représentants de l'État à informer sur les niveaux de particules en termes de dépassement de seuil, d'alerte et de communication, voire de restriction de circulation ou autre que l'on va mettre en place. Donc si je prends par exemple une alerte pollution, on est censé communiquer donc, par exemple avec des alertes pollution et on peut se retrouver comme le 17 mars 2014, il y a presque un an dorénavant, sur une circulation alternée à Paris. Donc là, on avait une sorte de crise à cinétique lente, puisque ça faisait quand même plusieurs jours que la région parisienne était soumise à ce type de choses. Et donc, on s'est mis le samedi, les ministres ont décidé le samedi en fin de journée de basculer en circulation alternée le lundi. Ça en est suivi toute une politique derrière de communication assez importante pour expliquer ce que c'était, pour mettre en place aussi les mesures nécessaires en termes d'ordre public pour la circulation des véhicules ou pas. Enfin, ce type de choses qui font qu'il a fallu déclencher tout ceci en temps réel. Et donc là, il y a un véritable effort de pédagogie multivecteur, j'insiste bien là-dessus en termes de crise, multivecteur pour informer du pourquoi, du comment de cette circulation alternée. Entre la décision prise le samedi en fin d'après-midi et les premiers événements qui ont suivi, c'est-à-dire on a mis en ligne des communiqués de presse, on a fait des conférences de presse, il y a eu des reportages de faits, des interviews de ministres, des interviews du préfet de la zone de défense, de nombreux messages sur Twitter et auprès des rédactions qui ont été postés de manière à informer de ce qui allait se passer le lundi pour prévenir autant que faire se peut le citoyen que le lundi, attention, ça ne se passait pas comme d'habitude et qu'on allait avoir un petit problème sur la circulation.
Et là, j'insiste bien, le parti pris de la préfecture de police, c'est on ne communique pas sur un seul vecteur, on utilise tous les vecteurs qui sont à notre portée. Parce qu'on a vraiment l'analyse que entre le collégien, j'allais dire, et la personne qui est en retraite, et la retraite s'étale maintenant sur une petite trentaine d'années pour certains, enfin, je veux dire, toutes ces personnes-là, il faut arriver à les toucher par les différents vecteurs, parce que tous n'ont pas du tout les mêmes écoutes, des mêmes moyens de communication. Si je fais un petit focus maintenant, donc ça c'est des courbes approximatives et lissées, quoi. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est deux choses. C'est le pic à 467 290 qui correspond au 17 mars 2014 sur Internet, et le petit point bleu en haut à gauche qui correspond au pic qu'on a eu sur les attentats du 8 janvier. 8, 9, 10. Hein. J'ai cumulé sur 3 jours pour avoir le pic, le quantum maximum. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que sur Internet, à partir du moment où il s'est passé quelque chose, on a donc nous un site Internet qui est quand même relativement puissant, qui sert énormément de visiteurs, puisqu'en fait, c'est un site qui, en dehors de toute communication institutionnelle, sert énormément pour toutes les démarches sur l'ensemble de la ville de Paris et autres, tout ce qui est carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte grise, immeuble de grande hauteur, tout ce qui est direction de l'ordre public. Donc c'est un site qui fait beaucoup de démarches aux particuliers. Donc on a déjà beaucoup de visiteurs par mois. Mais là, on a atteint sur ces événements des choses très très importantes. Pour le 8 janvier, on a même été obligé de basculer le vendredi lorsqu'il y a eu l'événement à la porte de Vincennes. On a basculé le site en mode crise. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe le site normal et on n'affiche plus qu'un site extrêmement léger à la manière de ce que fait Météo France, quoi. L'idée, c'est quoi? C'est non pas de couper tout ce qu'on fait à côté, c'est de servir le maximum de personnes en un minimum de temps lorsqu'ils font appel au site, de façon à n'afficher que des pages qui pèsent que quelques kilo-octets, et on n'affiche plus tout le JavaScript qui va autour, qui est très très lourd à charger par des navigateurs. Donc on a un site qui est là pour répondre à des, j'allais dire, à des sollicitations de plusieurs centaines de milliers d'internautes en temps réel, de manière à pouvoir vraiment charger les pages et diffuser une information, puisque ce sont des pages de crise qu'on met à jour au fil de l'eau, dès qu'on a des renseignements complémentaires. Si je reviens sur maintenant la gestion de crise, bon, je dirais qu'elle se schématise de la façon suivante. Si je prends le cas du mercredi Charlie Hebdo, il s'est passé quelque chose en fin de matinée, c'est-à-dire entre 11h30 et midi et demi, hein, si je schématise, les premiers événements, les premières remontées par ce qu'on appelle nous les autorités, plus les médias. L'action PP, l'action préfecture de police, dès que le gouvernement a donné l'ordre, on est passé en Vigipirate alerte attentat avec un premier tweet à 13h37, un premier communiqué de presse simultané et une première actualité intermédiaire simultanée. C'est-à-dire qu'entre le moment où le gouvernement a décidé l'action et le moment où ça s'est déclenché de manière efficace pour avoir tous les éléments de langage, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, on ne peut pas publier quelque chose si on s'est trompé. Lorsqu'on décide de passer en alerte attentat, on aime bien avoir une vérification 2 fois si on passe bien en alerte attentat avant de commencer à faire paniquer les populations. Donc on est absolument sûr d'avoir l'instruction de passer en alerte attentat et à ce moment-là, on communique dessus. Donc 13h30, on a eu la première communication large de dire on passe en alerte attentat. Cette communication a été faite sur tous les vecteurs en même temps. C'est-à-dire qu'évidemment, les médias classiques étaient au courant puisqu'on les bombarde. Évidemment, tout ce qui était Twitter était au courant, tout ce qui était Facebook, tout ce qui était site Internet et tout ce qui était, nous, nos relais interministériels, puisque nous-mêmes nous communiquions, mais le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, l'Élysée, mais tous nos relais ministériels, quand on touche les agences de santé régionales, des choses comme ça, on communique de manière à toucher le plus grand nombre de correspondants en temps réel pour les prévenir. La RATP, la SNCF, etc., etc. Ce qui est intéressant quand même de constater à ce moment-là, pour revenir sur la problématique des médias sociaux, pourquoi nous y sommes. Si je vous donne un exemple, on a à peu près un peu plus de 30 000 tweetos qui suivent notre compte. On a entre 5 et 10% dessus qui sont des influenceurs ou des journalistes qui nous suivent. C'est-à-dire qu'une information qu'on diffuse sur Twitter, on sait qu'il y a entre 5 et 10% des 30 000 personnes qui sont des personnes qui sont en mesure eux-mêmes de faire écho à cette information s'ils la retweetent ou s'ils la remettent quelque part. Ça veut dire qu'on a une vraie caisse de résonance. L'importance justement de Twitter et des réseaux sociaux, ce n'est pas de créer un compte parce que c'est à la mode,
Il faut créer un compte pour avoir de l'audience sur ce compte. Donc il faut qu'on ait une caisse de résonance. Il faut qu'on ait des gens qui suivent à la fois les comptes Facebook, à la fois les comptes Twitter, voire qui suivent nos publications sur Google+ ou ailleurs, parce que ça fait caisse de résonance lorsqu'il se passe quelque chose. Il est bien évident que dans une situation normale, j'allais dire comme maintenant, lorsqu'on tweete sur le bureau des cartes grises qui est fermé, ou on a tweeté ce week-end sur le fait que demain, il y a des manifestations qui seraient un peu plus importantes que prévu et qui pourraient un peu perturber la circulation aux alentours de Paris, entre les manifestations d'auto-école, des petits rassemblements qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes et qui impactent un petit peu avec des motards certaines circulations. Ce sont des choses qui perturbent moins de personnes, mais qui perturbent quand même. Donc ce sont des relais intéressants pour que les médias, les journalistes, les influenceurs soient au courant de ce qu'on souhaite dire. Donc nous, on a vraiment une cible qui est bien identifiée et qui nous sert vraiment de caisse de résonance. Et je dirais que l'ensemble de la communication institutionnelle et de crise ne s'entend pas que pour Twitter, mais ne se fait pas sans les réseaux sociaux à la préfecture de police. Si je regarde, ce qui a été le plus retweeté chez nous, ce fut les appels à témoins. Les appels à témoins ont eu un nombre de retweets assez phénoménal, puisqu'on est à plus de 8000 retweets sur les appels à témoins pour les frères Kouachi. On est à plus de 2 millions de vues sur Facebook pour ces mêmes appels à témoins, sachant que pour le premier appel à témoins, on l'a publié à 3h du matin, la nuit du mercredi ou jeudi, ou du jeudi au vendredi, je ne me rappelle plus. Enfin, du mercredi à jeudi. Donc on a publié l'appel à témoins à 3h du matin, la nuit du mercredi à jeudi. Et quelques heures après, on avait plus de 2 millions de vues sur Facebook. On avait énormément de retweets sur ces appels à témoins. Et ce fut la même chose pour le second appel à témoins du vendredi autour de midi. Pour la personne qui s'était... après, on l'a trouvé, donc, j'allais dire, à la porte de Vincennes. Mais l'appel à témoins du vendredi à midi, c'était pour quoi? C'était pour Koulibaly et sa compagne, voilà. Donc on a énormément de choses qui ont été vues. On a fait plus de 36 000 retweets et on n'a publié que 101 tweets. Sachant que sur 101 tweets qu'on a publiés sur 4 jours, il y a des choses qui ne sont pas super intéressantes, mais qui valent l'appel. C'est-à-dire que c'est par exemple, on a une trentaine de tweets le dimanche de la manifestation pour informer de la fermeture des stations de métro et de la réouverture. Parce qu'en fait, il y a eu toute une politique avec les RATP. Au fur et à mesure que la manifestation avançait, les fermetures suivent la manifestation, entre guillemets. Plus elle s'approche de Nation, plus les stations vers Nation sont fermées, et moins il y a de monde ensuite, par exemple à la République, plus on réouvre vers la République, parce qu'il faut fluidifier l'évacuation et le passage des manifestants. On s'est également servi des médias sociaux, puisque les gens étaient à peu près connectés dans les manifestations, eu égard même au réseau assez faible, j'allais dire, des antennes qui étaient surchargées. On a également communiqué, puisque les secours, je dis bien les camions de secours, que ce soit sécurité civile ou pompiers, étaient dans l'impossibilité d'accéder aux personnes, non pas blessées par la manifestation, mais qui faisaient état de malaise divers et variés. Donc là, en lien direct avec la zone de défense, on a des remontées comme quoi les secours ont des problèmes réels d'accès. On essaye de faire passer le message aux médias, aux manifestants. Les forces de l'ordre sur place, elles, sont au courant, mais malheureusement, lorsqu'elles sont prises dans un mouvement de foule important, les déplacements sont assez compliqués. On essaye donc de fluidifier et de faire passer une information qui est peut-être pas d'importance vitale, mais qui peut avoir son importance pour les accès au secours. Donc nous, sur Twitter, on s'est aperçu que, notamment, on s'en était déjà rendu compte depuis plusieurs années, l'an dernier, par exemple, pour la pollution et la circulation Internet, mais encore plus cette année pour les attentats. Twitter, Facebook, les médias sociaux sont une magnifique caisse de résonance à partir du moment où votre compte est bien construit et est suivi. C'est un véritable vecteur d'information. Ça avait déjà été prouvé avant, je dirais, avec Sandy aux États-Unis ou avec d'autres événements. Il faut quand même savoir que c'est une information qui va très vite. Je ne l'ai pas ici également, mais on a une modélisation de la vitesse de propagation de l'information qui montre que l'information va beaucoup plus vite sur Twitter que par un média traditionnel. À partir du moment où on publie quelque chose, ou à partir du moment où il se passe quelque chose au sens actualité, faits divers, événements, l'information, je crois qu'il y a un facteur 15 à 20 entre la diffusion de ces informations sur un réseau social et l'information par un média de communication classique, PQR, PQN, radio. C'est-à-dire que l'information va beaucoup plus vite du bouche à oreille via ces médias sociaux-là que par un journal d'information type lemonde.fr ou par une radio ou une télévision. D'où l'intérêt de ne pas négliger lorsqu'on souhaite faire passer une information ces médias-là, parce qu'on sait qu'on va toucher beaucoup de gens dans un temps très court et que ça va très très vite.
De la même manière, on a eu à peu près la même chose sur Facebook, hein, donc énormément de choses qui ont été... on a fait moins de posts, 66 hein, seulement, sur 4-5 jours. On a eu beaucoup de partages quand même, et on a eu un reach assez énorme, puisqu'on est monté à plus de 2,4 millions, 2,5 millions sur les reach. Donc, schématiquement, pour la fusillade, on a eu beaucoup plus de gens qui nous ont suivis d'un coup, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, à partir du moment où on communiquait des choses. On a fait beaucoup de posts et tweets, mais finalement, 66 posts et une centaine de tweets, sachant que là-dedans, il y en a quand même une trentaine à peu près de têtes qu'on a fait uniquement sur les ouvertures et les fermetures de métro. C'est pas énorme, c'est-à-dire qu'on a cherché à avoir une communication efficace et contrôlée, et pas non plus à raconter n'importe quoi juste pour occuper le terrain, si je puis me permettre. Une chose importante, ce fut la lecture et l'analyse des commentaires divers et variés. Donc je passerai sous silence, mais il y a le média social est un média d'information, mais c'est aussi un média interactif, c'est-à-dire que les gens peuvent se permettre de commenter de manière laudative ou péjorative les actions ou les choses. Donc là, il y a une nécessaire relecture des informations que nous devons faire derrière, relecture qui peut s'arriver fastidieuse et particulièrement longue. On a eu énormément de pages vues, 1 500 000 pages vues en quelques jours, avec des pics assez forts en fonction des événements lors de ces 4 jours. Ça, c'est uniquement sur la sphère préfecture de police. Donc je vous laisse augurer de ce qui a pu se passer sur les sphères ministère de l'Intérieur, dont je connais les chiffres, mais ce n'est pas à mon rôle de m'exprimer ici, ou sur les sphères gouvernementales, qui elles aussi ont eu des relais forts sur ces messages, quoi. On voit bien que cet événement-là a maximisé les caisses de résonance sur les médias sociaux et sur les vecteurs Internet pour l'ensemble des acteurs de l'État. Une chose importante que je vais dire avant d'arriver à ces deux outils, une chose importante que je vais dire, c'est que Twitter, Facebook et les sites Internet sont un moyen quand même efficace de contrer des rumeurs. Le vendredi, on a eu nombre de rumeurs qui faisaient état de fermeture, je dis bien fermeture des portes de Paris. Ce qui circulait, c'était qu'on n'accédait plus aux portes de Paris, c'est-à-dire que la police avait fermé l'entrée et la sortie de Paris aux portes. C'était typiquement des messages qui se propasaient via les réseaux sociaux à une vitesse assez phénoménale. À partir du moment où nous avons démenti ces choses-là, grosso modo, le flux s'est arrêté assez rapidement. De la même manière pour le Trocadéro, même si là, ce n'est pas nous qui avons tiré les premiers, c'est la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale, c'est le CICOP qui est communiqué en premier là-dessus via son compte, en disant qu'il n'y avait aucun incident au Trocadéro. C'était le vendredi après-midi où il y avait un mouvement aussi qui commençait à prendre de l'ampleur. On voit bien que là, on a une vraie capacité à diffuser une information et à contredire des rumeurs. Mais pour le faire, encore faut-il veiller sur ces rumeurs. C'est-à-dire que nous, l'intérêt, c'est qu'on ne fait pas que de la communication push. On essaye aussi d'avoir une veille permanente pour remonter ce qui se passe et pour dire « Ah, là, on pense qu'il y a peut-être un petit problème à quelque part, il faudrait peut-être qu'on dise quelque chose. » Parce que si on ne dit rien, je pense que les gens vont continuer à relayer la rumeur. De l'importance aussi d'avoir des comptes médias sociaux certifiés. Même si intellectuellement, ça ne vaut pas grand-chose. Le fait d'avoir des comptes certifiés, ça veut dire que ce sont des comptes qui sont reconnus par les deux compagnies que sont Twitter et Facebook comme des comptes certifiés. Ça veut dire qu'ils ont identifié l'auteur comme étant le réel auteur, le réel propriétaire institutionnel du compte. Ce qui veut dire que lorsqu'on émet à partir de ces comptes, il y a une certaine légitimité et les journalistes savent que ce ne sont pas des comptes émanant d'une personne lambda qui aurait pu faire un compte qui se rapprocherait d'un compte préfecture de police ou ministère de l'Intérieur ou autre, voire des comptes parodiques. L'idée, c'est d'avoir une information qui est validée, qui est comme si elle était tamponnée avec un tampon préfecture de police, comme quoi c'est bien une information qui émane d'un compte préfecture de police. C'est assez important parce qu'il faut quand même savoir que des comptes parodiques, il en existe, et puis que des comptes police nationale ou GIGN ou BRI, si je peux citer ce qui peut marquer ce qui peut frapper l'imaginaire des gens, ne sont pas des comptes officiels. Hein. La police a un compte qui s'appelle Police Nationale, le ministère de l'Intérieur a un compte qui s'appelle Place Beauvau, la préfecture de police a un compte qui s'appelle Préf Police. Mais à côté de ça, les comptes BRI ou autres sont des initiatives personnelles, peu m'importe si elles sont bien ou mal, là n'est pas le sujet de la question, mais sont des initiatives personnelles qui ne sont pas une voix, qui ne sont pas la voix de l'autorité étatique. D'où quand même le distinguo à faire. Lorsqu'on récupère une information, il serait quand même bon de vérifier d'où elle vient au préalable, même sur les médias sociaux. Ce qui est
gestation intellectuellement aussi, au sein de la brigade de police, c'est des outils type Facebook Safety Check qui permettraient, en cas de problème majeur, mais un peu plus important au sens où ça toucherait beaucoup plus de personnes, je ne dis pas au niveau impact éditorial, qui permettrait aux gens de faire savoir qu'ils vont bien via ce réseau-là. Donc c'est Facebook, on est en contact avec Facebook France et États-Unis pour voir comment ça pourrait se déployer, où les personnes renseigneraient sur leur profil qu'ils vont bien. Et c'est cette information qui est diffusée sur les profils aux amis d'amis, etc., qui permettrait à la limite de rassurer, si nécessaire, une population proche d'une personne via ses comptes, via ses amis sur Facebook, pour dire je vais bien, si par exemple il s'est passé quelque chose de très important à un endroit. Si par exemple on peut citer par exemple ce qui aurait pu se produire à Fukushima ou ailleurs, sont je dis je vais bien, je suis en sécurité, même s'il s'est passé au niveau par exemple industriel ou s'il s'est passé au niveau climatique un événement important. Je communique là-dessus, ça veut dire que par exemple mes amis, même s'ils sont à des centaines de kilomètres de distance, voire des milliers de kilomètres de distance, si sur mon compte j'ai publié ça, ma famille peut se dire, s'il a publié ça, ça veut dire qu'il est plutôt en bonne santé et qu'il est sorti de l'épisode, quel qu'il soit, qui a pu se produire. On travaille également avec Twitter de manière à utiliser un système d'alerte catastrophe qui est le hashtag alerte. Alors le hashtag alerte, ce sont des hashtags qui sont entre guillemets fournis et validés par Twitter et qui permettent d'avoir une diffusion assez rapide d'une information en termes d'alerte. De tête, je ne crois pas que ça ait été utilisé en cas réel pour l'instant, mais je peux me tromper. Ce sont l'utilisation de ce type de hashtag pour pousser une information et pour qu'elle remonte sur les flux d'actualité Twitter, pour qu'elle remonte sur le hashtag, pour informer à un moment précis d'une situation précise sur une zone donnée. Et c'est important parce que ça aussi, ça permettrait de faire passer relativement rapidement des informations. Sachant que l'idée et les précautions prises par Twitter, c'est que n'importe qui ne pourrait pas utiliser ces hashtags. Parce que si tout le monde se met à utiliser le hashtag alerte, on ne va plus s'en sortir. On sera de nouveau dans la situation où on est incapable de faire le distinguo entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça, c'est un petit peu un panel assez rapide, hein, je suis forcé à faire à peu près court, de ce qui est fait au niveau de la préfecture de police. Donc, si je vais passer à un autre petit sujet après, mais si je synthétise, on a donc une fonction veille qui est importante. Après, on a une fonction communication où on communique de manière régalienne et éditoriale tous les jours. On a une communication de crise qui ne s'exerce pas tout seul en notre coin, mais qui, j'allais dire, intégrer un système de communication de crise beaucoup plus large au sein d'un préfecture de police et qui intègre tous les médias. J'insiste, hein, on cherche vraiment à toucher le maximum de médias puisque notre spectre de personnes à toucher va, j'allais dire, du bébé à la personne âgée. Ce qui veut dire que ce spectre-là n'écoute pas les mêmes consignes, n'écoute pas les mêmes médias. Donc il faut absolument qu'on touche le maximum de personnes avec les maximums de médias. Ce qu'il est important aussi de voir, c'est que même si on a l'impression que la préfecture de police met des fois un petit peu de temps à réagir, c'est parce qu'en fait, toute notre communication est validée. Comme c'était dit tout à l'heure, on ne communique pas tout seul dans notre coin. C'est une communication qui s'inscrit de manière transversale et cette communication doit être validée pour ne pas donner de fausses informations. Donc pour ne pas donner de fausses informations, on vérifie bien que ce qu'on va publier, c'est bien conforme à ce qui doit être dit à l'extérieur et, entre guillemets, à la vérité des prix. Ne pas donner une information erronée, c'est déjà la première précaution qu'on doit prendre. Si une institution publique donne une information erronée, d'abord, quelle crédibilité lui accorder par la suite? Et en plus, c'est très compliqué derrière de démentir ou de revenir sur ce qu'on a dit. Donc, on vérifie toujours ce qu'on dit, si c'est bien acté, si c'est bien conforme à ce qu'on fait et si on est bien dans les clous de ce qu'on doit dire. C'est sûr que des fois, on va un peu moins vite que certains médias. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais je veux dire que si les médias vont plus vite que nous, je pense qu'ils n'ont pas forcément eu toutes les prises de décision ou toutes les informations actées. Alors après, s'ils vont juste plus vite que nous de 10-15 minutes, c'est peut-être qu'ils sont un tout petit peu plus près que la personne qui tweet ou qui fait l'actualité Internet chez nous. C'est juste ça. Mais en général, il y a rarement un décalage de plusieurs heures avec des choses comme ça. L'autre point auquel on attache une importance, nous, assez extrême, c'est ces fameuses rumeurs. Les rumeurs, il y en a beaucoup. Et j'allais dire que depuis l'avènement de Twitter, les principales rumeurs, qui sont des rumeurs assez sympathiques, entre guillemets, ou qui peuvent faire sourire, les principales rumeurs sur lesquelles on est à communiquer de manière systématique, c'est la problématique, même si c'est vraiment anecdotique ici, c'est la problématique du nombre de manifestants. En général, sur les réseaux sociaux,
en fin de grande manifestation, si on laisse faire, les gens s'écharpent, enfin gentiment, hein, mais s'écharpent entre pro et contre manifestation en disant on a de sources sûres que le nombre de manifestants était de temps et pas de temps, etc. Typiquement, Manif pour tous, enfin je peux en passer d'autres, à chaque fois c'est moi qui ai le meilleur chiffre des manifestants entre les manifestants et la police. Ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, on a pris la décision que dès qu'on donne le chiffre aux médias, on le publie aussi sur Twitter. Ça ne veut pas dire qu'on ne remet pas en cause notre chiffre. Ça veut dire qu'on a un chiffre qui est officiellement tamponné. Après, bon, on peut le contester. Là n'est pas le sujet. Mais au moins, déjà, on n'a qu'un seul chiffre qui tourne. On n'a qu'un seul chiffre qui émane de l'institution. On n'a pas des valeurs diverses et variées qui tournent parce que les gens les inventent. Je les tiens de sources sûres, d'une source proche, comme on dit, de l'enquête. Enfin, toutes ces terminologies-là. Si on publie quelque chose, c'est tweeté, c'est publié, on n'en parle plus. Ce qui m'amène à l'avant-dernier pendant de ma présentation, qui est l'une des préoccupations majeures au niveau de la police, c'est de ne pas se faire pirater les comptes Internet, les comptes Facebook et les comptes Twitter. Même si on n'est pas Obama ou Hollande ou l'Élysée en termes d'audience, il serait quand même relativement dommageable que des plaisantins puissent publier des choses un peu farfelues sur nos comptes. On a donc une politique de sécurisation assez poussée là-dessus pour minimiser, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, ça ne nous arrivera pas, mais de minimiser ce risque-là, car c'est vraiment dommage, à partir du moment où vous avez une certaine audience, de commencer à publier quelque chose qui vous décrédibiliserait sur le long terme, quoi. Et plus on a de notoriété, plus on est soumis à des idées de petits plaisantins qui pourraient jouer avec nos comptes ou nos choses comme ça, quoi. Petit plaisantins ou pas, hein. Il y a eu le cas pour le Pentagone qui se sont fait hacker des comptes opérationnels en Moyen-Orient. Lors de ces événements-là, il faut quand même savoir que nos comptes ont eu des tentatives de hack, etc., quoi. Ça veut dire que c'est une réalité au quotidien, quoi. C'est pas une vue de l'esprit, quoi. On a vraiment des tentatives de piratage qui s'effectuent sur notre site internet ou autre chose, quoi. Voilà. C'est pas quelque chose qui est complètement irréel et c'est de la science-fiction. C'est vraiment quelque chose qui se passe, pas tous les jours, heureusement, mais qui se passe vraiment à l'heure actuelle, quoi. Et l'une des grandes craintes, c'est le defacing de sites qui afficherait en termes de communication des informations erronées ou la propagande, quelle qu'elle soit, hein, de quelque nature qu'elle soit, sur nos sites ou sur nos comptes Facebook. En termes de communication de crise, ce qui a été développé maintenant de manière un petit peu plus spécifique, un peu plus grand public et un petit peu moins anxiogène, on a une application Bref Police, hein, avec dedans laquelle vous retrouvez les actualités, du site internet. Vous allez retrouver une petite fonctionnalité de fourrière à Paris. Si votre véhicule est en fourrière, vous tapez son numéro d'immatriculation, vous voyez s'il est en fourrière ou pas. Ça peut servir, ça, on ne sait jamais. Par contre, ce qu'on a développé, c'est une nouveauté qui s'appelle Vigie citoyenne avec la zone de défense. On est en expérimentation. L'idée, c'est de faire de la remontée citoyenne sur des crises asymétriques lentes ou lorsqu'il se passe quelque chose, inondation, voie électrique, effondrement de réseau, neige, verglas. On demande aux citoyens de nous informer via la géolocalisation qu'il accepte ou pas, hein, son téléphone portable au niveau de l'application, de nous faire une remontée d'informations. L'application, donc là je ne peux pas en faire une démonstration parce que ça ne va pas vraiment se voir sur mon smartphone, mais elle est téléchargeable, elle est gratuite, un Bref Police. Vous sélectionnez un type d'événement et vous envoyez ce type d'événement et ça atterrit dans les boîtes fonctionnelles de la zone de défense de Paris qui traitent les événements les uns après les autres et qui répond. Et lorsqu'on a un certain nombre d'occurrences d'éléments au même endroit, on peut se dire qu'à cet endroit-là, il se passe quelque chose. On peut avoir un effondrement de voirie, on peut avoir une rupture électrique, on peut avoir une inondation, des choses comme ça, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir une fréquence d'événements localisés au même endroit qui nous indiquerait qu'il pourrait se passer quelque chose à un endroit ou à un autre. Ça ne remplace pas les appels 17, 112, secours, c'est pas le but, hein. Le but, c'est d'avoir une remontée citoyenne sur typiquement une ligne de 125 kV qui serait tombée d'une manière ou d'une autre. Évidemment, EDF en sera informé, mais l'idée, c'est que la zone de défense puisse en être informée aussi par des remontées citoyennes si nécessaire. Donc on est en train
c'est vraiment nouveau, entre guillemets, au niveau de la zone de défense Île-de-France. On est en train d'essayer de développer des outils qui permettraient d'avoir des remontées citoyennes directes, de vraiment faire... En fait, le citoyen devient acteur de sa propre sécurité, c'est peut-être un peu fort, mais il devient acteur d'une remontée d'informations qui pourrait être utile aux différents services de secours, quels qu'ils soient, que ce soit civil, militaire, police ou des choses comme ça. Mais ça ne se substitue pas, j'insiste, hein, à un secours d'urgence. Ça, c'est relativement important. Voilà, j'ai à peu près fini la démonstration, sachant que la démonstration, je ne peux pas la faire, c'est difficile de... Enfin, j'ai l'outil, mais je ne crois pas... Non, on n'a pas de câble HDMI, je ne peux pas projeter mon smartphone. Merci beaucoup, Denis, c'est extrêmement précis et précieux. La salle a peut-être des questions. Moi, je suis pas parisien. Je suis quand même surpris qu'on ait une communication de la préfecture de police de Paris, du ministère de l'Intérieur. Je suppose que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a sa propre communication, peut-être le SAMU de Paris aussi. Je suis... La brigade des sapeurs-pompiers, oui. J'ose espérer que lors des événements passés récents, il y aura eu un avant et un après, mais j'ose espérer que les communications étaient semblables, en tout cas en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris. Et à la limite, pourquoi autant de communication? Je fais le candide volontairement. Et la deuxième question, encore une fois, je ne suis pas parisien, je suis à Paris. Il y a un événement, je consulte, qu'est-ce que je fais? Je consulte quoi? Je fais sur le site du Monde, qu'est-ce que je fais pour être sûr de l'information? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, si je prends les médias régaliens, type Le Monde ou Le Figaro, justement, j'ai pris les deux, comme ça on a à peu près le spectre politique. Pas de souci, Mais typiquement, ce sont des médias qui ont repris leurs événements, qui ont repris dans leur timeline des tweets qui venaient du ministère intérieur, de la police, de notre compte préfecture de police aussi. Ce sont des médias qui ont repris des tweets qui leur semblaient importants que nous avions faits, directement dans leur timeline au niveau de leur suivi live de l'événement, quoi. Donc ça veut dire que eux, d'une manière générale, lorsqu'ils publient quelque chose, on va dire qu'ils se sont assurés de la véracité de ce qu'ils publient, quitte à reprendre de manière in extenso un tweet, un communiqué de presse, un élément de langage, une actualité qu'on aurait pu publier à tel ou tel endroit, quoi. Donc, eux, ils ont l'information, et si c'est une information qui émane d'une autorité, ils ont grosso modo l'information qui est de manière copier-coller de ce que nous avons publié à un endroit ou à un autre, quoi. Donc qu'on aille chez eux ou chez nous, d'une manière générale, l'information sera identique. Si tant est qu'ils aient bien répercuté notre information à la virgule près, c'est toujours ça. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas de communication vers le citoyen. Je veux dire, le temps du garde champêtre à un village avec son tambour est passé, oui d'accord, mais on ne nous apprend pas, on ne nous dit pas, ni à l'école ni ailleurs, vous êtes inquiet, vous voulez une information, allez sur, alors je ne parle pas de Paris, sur le site de la préfecture. Il n'y a aucun message diffusé à la population conseillant d'aller lors de l'événement en disant voilà, on sache, on connaît les programmes des cinémas, je suis infoutu de savoir comment faire, moi j'habite dans l'Hérault, comment faire pour avoir une information fiable. Je crois qu'il y aurait peut-être un devoir d'information aux citoyens. Nos structures restent un petit peu trop, peut-être frileuses dans leur propre communication sur ce plan-là. Une question, oui, bien sûr. Oui, que fais-tu et où travailles-tu? Bonjour à tous, donc Gilles Martin de l'association Visov. Une question, vous avez bien mis en avant votre communication sur les médias sociaux. Vous avez mis aussi en avant qu'une des grandes spécificités des médias sociaux, c'était le double canal, c'est-à-dire cette possibilité de faire descendre de l'information, mais aussi d'en récolter. Et ma question est la suivante, on voit apparaître des nouvelles pratiques socioculturelles, c'est-à-dire les appels d'urgence qui émanent via les réseaux sociaux. On a pu voir dans l'inondation du Var où des gens signalent des appels d'urgence de gens qui sont en train de se noyer et qui ne sont pas suivis d'appels 18 ou d'appels 112. Est-ce que cette problématique-là, vous l'avez pris en compte? Est-ce que c'est en réflexion? Est-ce que vous êtes en mesure de capter ces signaux faibles, ces signaux d'urgence? Alors, c'est pris en compte au sens où c'est intégré une réflexion, c'est une réflexion globale, hein, sur
sans rentrer dans le détail du projet, en plus c'est pas moi qui suis directeur de projet sur ce truc-là, mais tout ce qui est appel d'urgence, il y a un projet qui est lancé sur du débruitage de 2e niveau, 1er niveau, sur le type d'appel, etc., commun, 112, 17, 18, etc. Mais on reste sur l'appel standard téléphonique, on est d'accord ? Sur la problématique des médias remontés, médias sociaux, c'est pris en compte dans la réflexion, sachant qu'il y a quand même une triple problématique, c'est qu'un média social ne donne... Enfin, un message posté sur un social ne donne quasiment jamais le lieu géographique de la personne. Deuxièmement, ne donne quasiment jamais son identité. La différence entre un 06 ou un numéro de téléphonie fixe qu'on arrive à d'abord détecter, repérer, puisqu'ils sont... Enfin, lorsque quelqu'un passe un appel, on voit, il n'y a pas de filtrage d'appel possible, on voit ce que c'est, quoi. Et secondo, donc on a une forte identification de la personne et c'est enregistré contre les canulars, choses comme ça. Un média social, si vous avez une bande de petits plaisantins qui s'amusent à poster des messages de pseudo-urgence, et encore je suis gentil quand je dis ça, ça veut dire qu'on peut avoir des déplacements de forces de sécurité ou des forces de secours pour rien du tout, parce que c'est juste des gens qui veulent voir arriver des véhicules. Donc c'est une problématique qui est prise en compte, mais il y a quand même une difficulté à qualifier une remontée d'informations via un média social sur son lieu géographique, sur la véracité de cette information et quel est l'auteur de ce poste, de cet appel, de cette remontée, quoi. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte, mais en fait il y a quand même des difficultés d'ordre juridique, mais là n'est pas mon propos, mais d'ordre aussi vraiment pratique sur la capacité à ou pas déployer des moyens de secours sur une information qui est peut-être pas forcément opportune ou véridique. Enfin, c'est difficile de qualifier, sans remettre en cause le fait qu'il y a peut-être des gens qui s'en servent réellement comme ça. Mais là où je me dis que si quelqu'un arrive à poster un truc sur Twitter, ça veut dire que, 1, il a un smartphone ou un truc approchant, et ça veut dire que 2, il a du réseau. Moi, j'en conclus assez rapidement dans l'équation qu'il peut aussi passer un appel d'urgence, quoi. Pourquoi ? J'entends pas. Ce qu'on a pu voir dans le Var, par exemple, pour les inondations à la Londe les Morts, c'est qu'on commence à toucher à des gens, qui n'ont plus cette réflexion, cette réaction de faire un appel téléphonique. Ça leur fait plus sens. Je ne vais pas partir en contre-argumentaire, mais dire l'appel téléphonique, il y a 15% des appels 18 ou 112 qui sont injustifiés, on va dire. Ça fait des années qu'il y a des plaisantins qui nous appellent des cabines téléphoniques et les pompiers, malheureusement, y vont. Ouais. On aura, je pense, le même pourcentage sur les réseaux sociaux. Non, parce que ça sera beaucoup plus sur les réseaux sociaux. La première analyse, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet, mais sur tous les messages réseaux sociaux, je ne parle pas que ça, mais d'une manière générale, le taux de déchets, mais il est catastrophique, quoi. Je dis bien catastrophique. Voilà. Ça veut dire qu'on sent que la partie média sociale, le tri à faire est considérable sur les messages de remontée d'informations qui apparaissent, quoi. Et je vais vous dire une chose, vous savez, la plateforme de Pharos, mise en place par le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui est site internet, arnaque, propos injurieux, racisme et tout. Par exemple, au mois de janvier, ils ont croulé et à un même moment, Pharos était en surcharge. Mais là, n'est pas mon propos de vous donner des chiffres. Mais il faut quand même savoir que par rapport aux 18% d'appels d'urgence que vous avez, on n'est pas tout à fait dans les mêmes chiffres, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est monstrueux. Le média social, à l'heure actuelle, les gens se retranchent derrière comme étant des fois une cape d'invisibilité. Et allons-y gaiement. Oui, je crois que l'intervention tout à l'heure là, de nos amis volontaires de médias sociaux sera intéressante, mais il y a une information aussi des autorités. Tu as très bien dit, il y a un numéro, le 112, dans toute l'Europe. Je crois qu'il est du devoir, si on utilise un média social, c'est que les réseaux téléphoniques passent. Donc, je crois qu'il faut se mettre en relation, il faut dire, utiliser le 112, le 112, pour décrire ce que vous voyez et rester en ligne. Et les secours vont avoir besoin de vous. Le média social, c'est je communique, j'arrête, je recommunique. Non, il y a une parole à garder avec les intervenants. Je crois que ça, c'est important. Ça ne le met pas en cause. Alors, votre intervention sera très importante. Mais
il y a une communication de nos autorités à faire passer, comment utiliser l'un et l'autre. Je crois que si on assiste à un accident, bon, il faut appeler le 112. Vous allez être mis en relation avec les premiers intervenants. Et pour eux, il y a un médecin-chef de pompiers présent dans la salle, il y avait des pompiers tout à l'heure, j'ai été médecin de pompiers. Qu'est-ce que c'est important pour nous de pouvoir parler aux témoins? Je vous assure, on ne peut pas le faire par les autres médias sociaux. C'est essentiel pour nous de parler. Le premier témoin sera l'œil de l'intervenant. On va dimensionner l'intervention et envoyer des moyens adaptés. Je crois qu'il ne faut pas tuer la communication téléphonique. Je crois que ça serait une erreur, mais la parole va être à vous dans un petit moment. Il y a des nouveaux moyens de communication, certainement très intéressants, très positifs, mais à l'heure actuelle, on voit le 911 aux États-Unis. Je veux dire, bien sûr, il y a des faux appels, mais ça, c'est incontournable. Je suis médecin, il y a des faux... Bon, de temps en temps, on a des faux diagnostics. Ça ne tue pas le diagnostic et ça ne tue pas le système d'appel. Le 911 s'est doté de moyens extraordinaires. Il faut qu'on fasse pareil avec nos moyens de moyens de communication. On n'aura pas... Je prends l'exemple de ce numéro européen. On devrait avoir chez nous. Bon, vous faites le 911 à Chicago ou à San Francisco. Vous pouvez parler en javanais, vous aurez quelqu'un qui va vous comprendre. Donc ces plateformes téléphoniques, qu'il faut peut-être accoler à des plateformes médias sociaux, ont des moyens qui vont permettre vraiment d'affiner, d'avoir une très bonne réponse. On a dans les SDIS de plus en plus de pompiers qui sont multilingues et qui vont pouvoir, sur les touristes, comprendre l'espagnol, l'allemand, l'anglais. L'un ne tue pas l'autre, hein, je crois. Bon. Même vous nous faites toucher du doigt qu'il faut que nos plateformes téléphoniques soient peut-être encore plus performantes. Certainement. Oui. Moi, je suis ravi de qui suis un ancien intervenant, toujours on reste, mais de l'émergence de cette communication. La communication est la base de l'information et on en a besoin et je suis ravi d'avoir de tels échanges cet après-midi. Je vous en prie. Bonjour, Donat Robot de la Croix-Rouge. Je voulais savoir déjà, combien vous étiez à la communication de la préfecture de police, juste pour un peu se représenter. Il est tout seul. Je pense pas, j'espère pas pour lui. Et deuxièmement, juste savoir comment, par exemple sur une cinétique lente type inondation crue centenale, comment vous avez envisagé la communication dans des modes dégradés où on sait qu'on n'aura peut-être plus d'électricité, où les moyens de communication seront vraiment défaillants là. Je pense que c'est une très bonne question. Alors, pour la partie crise cinétique lente type crue, inondation, déjà c'est un sujet qui anime des groupes de réflexion et des simulations sous forme d'exercices depuis un certain nombre d'années. Il y a des gros exercices qui sont prévus en Sequana 2016, début du printemps, qui sont... Donc Sequana, c'est un exercice justement majeur de niveau européen sur une inondation de type 1910 ou autre de la Seine. Avec tout ce que ça implique. Bon, il y a une partie communication, c'est-à-dire qu'on cherche à communiquer auprès du public, et il y a une partie qu'est-ce que ça va se passer. Sur un plan plus local, on cherche aussi, nous, à informer les populations de ce que ça va être en cas de problème. On a par exemple un exercice qui se tient depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle Plouf 75, qui se tient sur les bords de Seine, sur les quais de Seine, au niveau du port du Gros Caillou, pas loin du quai d'Orsay, où on met en place un certain nombre d'ateliers, même si c'est à échelle réduite, pour expliciter ce qui va se passer, perte des réseaux de communication, perte des transports en commun, perte d'électricité, perte de conservation des denrées, perte d'eau potable, perte des moyens de communication classiques, perte de la capacité à écouter l'information, puisque à l'heure actuelle, 90% des gens reçoivent la télé soit sur des modes, ADSL ou autres. Or, il faut savoir que la DSL, c'est du faisceau cuivre. En cas d'inondation, le faisceau cuivre s'oxyde et on perd la chose. Alors que, par exemple, la fibre
la fibre, elle, est entre guillemets, et pas les commutateurs, hein, mais la fibre, elle, est étanche. Donc vous voyez, il y a toute une problématique quand même vraiment technique, hein, qui est très pointue à prendre en compte. Et en dehors du PIB que ça représenterait, enfin, du nombre de points de PIB que ça représenterait en termes économiques, les premières études donnent que les conséquences techniques et en termes d'infrastructure seraient plus que largement supérieures à celles de 1910. Et le principal objectif pour l'instant, donc là je ne vais pas parler à la place du préfet de la zone de défense, c'est d'arriver à faire passer le message aux citoyens que sur une crise de cet ordre-là, le quotidien, mais je ne parle même pas du quotidien extraordinaire, je parle le quotidien, la baguette de pain, le frigo, les informations, la télévision, le téléphone portable, plus rien ne fonctionnerait sans être un oiseau de mauvaise augure, quoi. C'est grosso modo ce qui va se passer. Alors, pas de partout. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui seront peut-être couvertes, d'autres qui ne seront pas couvertes, et des choses comme ça. Donc ça, c'est un sujet qui est pris en compte et qui... je pense que déjà, en dehors des effets, il y a un vrai travail de pédagogie à faire passer, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Parce que les gens, là, si on regarde 1910, qu'est-ce qu'ils ont comme image de la crise de 1910 ? C'est des jolies cartes postales, c'est pas péjoratif, où on voit les barques et les gens qui rament dessus. Non mais, enfin, je veux dire que, grosso modo, les images de 1910 qu'on a, c'est ça, quoi. On n'a rien d'autre. On n'a pas vraiment d'image catastrophe comme on peut voir maintenant sur d'autres événements. On a les gens sur la Seine aux Invalides, vous excuserez, dans leur barque en train de ramer. Donc c'est quand même une image qui est vraiment différente de ce qui va se passer. Pour répondre à la première partie de la question, donc je répondrai en 2 temps. Sur une période de crise comme les attentats, en fait, on a des renforcements humains qui arrivent sur des choses comme c'est, parce que bon, tout le monde a entendu dire que les congés étaient supprimés pour les fonctionnaires de police, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est plus ou moins vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu des renforcements pour les personnels administratifs, pour les contractuels, de façon à renforcer les équipes présentes pendant ces périodes-là. Donc renforcement pour le poste, renforcement pour la veille et des choses comme ça. Sinon, de manière générale, c'est-à-dire qu'aussi bien au ministère intérieur qu'au SICOP, qu'aux gendarmeries, qui sont bien dotés aussi, on a des équipes qui varient, qui sont déjà... Les personnels sont ce qu'on appelle... pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils font aussi bien de l'Internet que de la veille, que du post-média social, que de la communication de crise ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un panel d'activités, un spectre assez large d'activités, toujours orienté social, enfin toujours orienté électronique, communication électronique, etc. Mais ils ont un panel assez large, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'échanger et s'auto-remplacer sur les tâches. Et donc, grosso modo, à la police, le département Internet, c'est 7 personnes, avec des personnes qui sont interchangeables pour faire ce travail-là, aussi bien tweeter, faire de la remontée d'informations, que publier une information sur Internet, sur l'intranet, etc. Je dis aussi intranet parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question sur la communication interne, dont j'ai rien dit du tout, mais il faut savoir que lorsqu'on communique sur un événement comme ça, on a une communication interne qui est très scandée aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on fait. Si le site, on le passe en mode de crise, on l'annonce. Si on dit qu'on ne traitera plus les demandes quotidiennes parce qu'on a d'autres sujets à fouetter, on le dit. Si on dit qu'il se passe quelque chose, tout ça, c'est initié, c'est dit, c'est scandé par des messages internes, j'allais dire, très, très calés, quoi. Voilà. J'ai une petite question aussi. Restons dans notre vie de tous les jours. Les populations qui habitent près des centrales nucléaires, par exemple, il y a des informations. On sait que mon village aussi, c'est le cas. Si la sirène sonne 1 coup, 2 coups, il y a des informations via... Oui, mais le gars qui est dans les... Alors, Paris, bon, voilà, d'accord, bien sûr. Mais c'est quand même très important. Est-ce que, c'est une question comme ça, c'est saugrenue peut-être, une question que j'ai, est-ce que les sirènes sur Paris fonctionnent toujours ? Et pour sourire aussi, est-ce que sur Paris, le tocsin, ça veut dire quelque chose ? Alors, non, mais les sirènes sur Paris, c'est ce qu'on appelle le réseau national d'alerte, c'est le RNA, quoi. Et j'en parlerai pas parce que c'est quand même un projet ministériel, hein, ce truc de mettre en place un nouveau RNA, c'est pas son nom en plus. Bon, il a un nom de code de projet, mais il y a un projet ministériel, hein, qui émane pas de la préfecture de police elle-même, pour refondre ce système d'alerte, quoi, qui est largement perfectible à l'heure actuelle. On va le dire comme ça, quoi. Merci. Non, il fallait terminer sur une petite note presque d'humour. Bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci aux 2 intervenants, vraiment, qui ont été au fond du sujet. C'était pas facile.